J'analyse cette décision avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Émilie Bergeron et Christopher Nardi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, le gouvernement va devoir verser plus de 23 milliards à des enfants autochtones et leurs familles. Joël Denis, jusqu'à quel point c'est une décision importante? Très importante. En fait, la dernière, on l'espère, dans ce dossier-là, parce que ça traîne à longueur depuis un certain temps, c'est la facture pour la discrimination qui a été exercée envers les enfants des Premières Nations. Donc, le fédéral doit payer une facture assez salée et je pense que c'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire, il faut le rappeler, de près de 15 ans, entreprise en 2006 ou en 2007, et qui connaît son aboutissement. Et donc, le gouvernement fédéral se voit obligé de verser cette somme. C'est une décision qui a été rendue de façon verbale, mais je pense que ça aboutit finalement et je pense que les Premières Nations qui attendent depuis très longtemps vont être satisfaites. Oui. La décision avait été rejetée l'an dernier par le Tribunal canadien des droits de la personne. Émilie, le dénouement d'aujourd'hui, jusqu'à quel point ça enlève une épine au pied du gouvernement Trudeau? Ça enlève énormément une épine parce que ils peuvent montrer que ce dossier-là avance. Comme le disait Joël Denis, ça traîne en longueur. Puis aussi, quand le tribunal, comme vous l'avez mentionné, avait rejeté l'accord, il y avait aussi plusieurs communautés autochtones qui étaient déçues de ça et qui dénonçaient cette décision-là du tribunal. Donc là, maintenant, c'est une, disons, on peut dire une forme de victoire pour le gouvernement Trudeau, mais surtout pour ces communautés-là. Après ça, le dossier du sous-financement dans la petite enfance est loin d'être résolu. Ouais. Le gouvernement Trudeau a un énorme rattrapage à faire et aussi des consultations adéquates avec les communautés concernées parce que c'est pas juste une question d'argent, il faut vraiment que ça réponde aux besoins criants des communautés et que ça soit concret pour elles. Oui. Parlons du dossier de l'ingérence étrangère. Le comité parlementaire vient de publier ses conclusions. Joël Denis, évidemment, c'est une question qui a pris de l'ampleur avec les tentatives de la Chine. Est-ce que les conclusions sont à la hauteur? Oui, mais c'est un des premiers comités qui produit un rapport. Il y en a 3 autres comités qui vont produire un rapport qui se sont penchés sur l'ingérence étrangère. Mais je pense que la principale conclusion que je retiens de ce rapport aujourd'hui, c'est la demande de créer un registre des agents d'influence étrangers. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'est dans les cartons et que le gouvernement Trudeau en fait, se traîne les bottines dans ce dossier-là. Et c'est un rappel à l'ordre, je pense. Et si le gouvernement n'agit pas, le Bloc québécois, lui, va agir. Et ça, c'est intéressant, Esther, pour la raison suivante, c'est que ce que va mettre sur la table le Bloc québécois, je pense, dépasse largement ce qui a été fait ailleurs dans le monde pour contrer l'ingérence étrangère, en ce sens que non seulement les agents étrangers devraient s'inscrire auprès d'un registre, mais aussi la partie canadienne. Donc, un élu, un professeur, un sénateur qui rencontre un agent étranger devrait le déclarer également qu'on puisse vérifier s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas déclarés. Donc, moi, je pense que la proposition du Bloc risque de retenir, je pense, l'appui des autres partis politiques parce que c'est la meilleure, à mon sens, là, que j'ai vue jusqu'ici. Oui. Avant de parler de cette position du Bloc, justement, Christopher, je veux vous entendre sur la réaction des conservateurs au travail du comité. Elle m'a étonné un petit peu. Je vous explique pourquoi. Ils avaient un rapport dissident. Ce bout-là ne m'a pas étonné. Il n'y a pas grand-chose qui ne crée pas une dissidence entre l'opposition et le gouvernement en ce moment. Mais ce qui m'a étonné, c'était la seule recommandation que les conservateurs ont fait dans leur rapport second, disons, c'était qu'il fallait plus enquêter sur ce fameux don que les Chinois ou un agent chinois aurait fait à la Fondation Trudeau. C'est sûr que c'est un aspect de l'histoire, c'est un aspect potentiellement important, mais est-ce que c'est vraiment l'enjeu? Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de l'ingérence étrangère qui, on le sait, a largement affecté les conservateurs? À plusieurs, Michael Chung étant un de leurs députés principaux, on sait, a été visé par des menaces de la part du gouvernement chinois ou plutôt sa famille en Chine. Donc, c'est un enjeu qui leur est évidemment cher. Ça les affecte personnellement, plusieurs de leurs députés. Ça m'a étonné quand même que leur seule recommandation tourne autour c'est pas nécessairement une conspiration, mais ils y voient vraiment une grosse histoire en lien avec la Fondation Trudeau, quand je pense que l'enjeu est ailleurs maintenant.
Oui. Revenons sur ce que veut faire le Bloc québécois. Joël Denis en parlait il y a un instant. Donc, le Bloc, il va déposer un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Émilie, est-ce que ça va forcer le gouvernement à aller de l'avant, à faire quelque chose? Honnêtement, peut-être parce que c'est un rappel que le gouvernement a promis de faire ça, qu'il ne l'a toujours pas fait. Et puis, ça remonte vraiment à longtemps. Il y a le fameux comité des parlementaires sur la sécurité nationale, le comité qui a un nom long comme le bras. Ce fameux comité-là que le gouvernement Trudeau se targue d'avoir mis sur pied, bien, il a recommandé ça. Il a recommandé la création de ce registre. Et à quoi ça sert d'avoir ce comité-là si cette recommandation qui revient constamment n'est pas suivie? Donc, le Bloc va trouver beaucoup d'alliés pour son projet de loi. Joël Denis? Oui, surtout que l'ancien ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avait tenu des consultations, avait conclu que c'était nécessaire, avait même promis de déposer un projet de loi, laisser entendre qu'il allait déposer un projet de loi avant la fin de la dernière session parlementaire. Or, M. Mendicino a été écarté du cabinet. Dominique Leblanc a pris la relève, mais on sent que M. Leblanc n'a pas le même empressement, si on peut dire, que M. Mendicino à livrer la marchandise. Donc, je pense qu'il va être soit forcé d'adopter ce que le Bloc propose, ou lui-même, s'il veut aller au-devant des coups, agir un peu plus rapidement qu'il le fait à l'heure actuelle. On est soudainement moins pressé. Bon, les derniers développements dans la guerre entre Israël et le Hamas, M. Trudeau a parlé aujourd'hui que le Canada est favorable à une pause humanitaire, mais pas à un cessez-le-feu. Christopher, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle position de M. Trudeau? Est-elle vraiment nouvelle? Et la question, le gouvernement Trudeau marche sur une ligne extrêmement fine depuis le début de ce conflit-là, et particulièrement depuis ce moment où on a entendu parler de l'explosion à l'hôpital à Gaza. On voit qu'il essaie de pas déplaire aux deux groupes. Et je pense, ce faisant, déplaît aux deux groupes. Alors, encore une fois, on n'appelle pas pour un cessez-le-feu, mais un corridor humanitaire qui va critiquer une proposition de corridor humanitaire. Pas grand monde, mais est-ce que c'est aussi loin qu'il devrait aller? D'autres l'ont fait beaucoup plus fort que lui. Mais en même temps, on revient beaucoup encore sur cette question d'attribution de l'explosion de l'hôpital de Gaza. Ça a pris plusieurs jours avant que le gouvernement n'admette finalement que ça semblait venir de l'intérieur de Gaza et non pas des forces armées israéliennes. Je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est M. Trudeau qui essaie justement de faire plaisir à deux groupes qui sont importants pour son parti parce que ce sont deux gros électorats. Et ultimement, ils vont devoir choisir leur langage, choisir leur position et s'y camper et ensuite aller de l'avant avec des politiques qui vont dans ce sens-là. Et j'ai l'impression qu'on commence à se rapprocher à ce moment-là, mais on n'y est pas encore, puis on joue encore avec les mots. On ne dit pas cessez-le-feu, mais c'est quoi vraiment la différence entre un cessez-le-feu et une trêve, comme le demandent certains? Une pause humanitaire. Une pause humanitaire et une amnistie. Oui, il y a une différence en termes de définition, mais ultimement, dans l'imaginaire des gens, il n'y en a pas de différence. Mais on joue avec les mots pour essayer de vraiment calmer le jeu pour le monde, mais je pense pas que ça va marcher. Ouais. Vendredi dernier, il y a 33 députés qui ont signé une lettre envoyée au premier ministre Trudeau pour lui demander un cessez-le-feu, de réclamer un cessez-le-feu. Là-dessus, il y a 23 députés libéraux. Joël Denis, de ce que vous apprenez en coulisses, jusqu'à quel point le caucus est divisé? Assez divisé, et ça, je pense, en est l'expression, cette lettre qui a été diffusée par une députée de la région de Toronto qui souhaitait justement que le gouvernement Trudeau, le gouvernement canadien, exige un cessez-le-feu. Donc, et là-dessus, les ministres sont interrogés. Leur réaction est quand même intéressante. Je donne l'exemple de Mélanie Joly, qui, elle, a dit « On demande une désescalade, mais pas tout à fait un cessez-le-feu maintenant. » J'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence entre les deux, d'une part, et d'autre part, pourquoi ça ne fait pas partie de la proposition canadienne de demander un cessez-le-feu. Le Canada se vante depuis des années d'être le pays qui a permis la création des casques bleus, des missions de paix, qui, justement, allaient dans les endroits pour maintenir la paix et établir des cessez-le-feu. Or, pourquoi on ne poursuit pas dans cette tradition-là? Il y a vraiment, comme le disait Christopher, un genre de zigzag de la part du gouvernement sur la question du Hamas et Israël, et je pense que à terme, ça nuit au premier ministre et à son gouvernement. Oui. Il y a aussi le ministre de la Défense, M. Blair, qui a dit aujourd'hui que le Hamas constitue une menace pour le monde entier et doit être éliminé. Émilie, est-ce qu'il y a un changement de ton du gouvernement?
Le changement de position sur le Hamas? Je dirais que non. En tout cas, vraiment pas un changement de ton notable. Oui, ce sont des mots forts. Par contre, on souffle encore le chaud, le froid sur ce qui est. Est-ce que, bon, le cessez-le-feu, on a dit non. Après ça, OK, on y va un peu avec la goutte en disant, OK, les pauses humanitaires, ça, d'accord, ça va. Je suis d'accord avec Christopher que c'est pas... les gens ne font pas toutes ces distinctions-là à la maison. Et donc, ça peut éventuellement nuire au gouvernement. Je pense que quand même, il est forcé de clarifier son message, le gouvernement, non seulement ici à Ottawa par les partis d'opposition, mais aussi à l'international. On sait que Emmanuel Macron défend sa position aussi, donc ils n'ont pas le choix, le Canada, d'essayer de jongler un peu avec les mots parce que il manque de clarté, il y a les pressions pour aller, disons, adopter un ton plus ferme. Donc, Christopher? Et je veux noter, M. Blais, vous avez dit tantôt, a dit il faut éliminer le Hamas et la menace qu'il pose. Mais quelques heures plus tard, son équipe appelait les journalistes pour nuancer ses propos. Donc, même si on veut dire qu'il est arrivé avec un mot très fort, éliminer, force est d'admettre qu'après, ils sont allés en contrôle du dommage pour dire non, on ne veut pas éliminer le Hamas, on veut éliminer la menace posée par le Hamas. Et évidemment, cette nuance-là est perdue. Il a dit le mot éliminer suivi de Hamas. Il l'a dit en anglais. Et ensuite, le mot menace. À un moment donné, il faut choisir son langage, le dire, l'appuyer et vivre avec, et non pas appeler les journalistes après pour dire non, on veut nuancer, c'est juste la menace. Comment est-ce qu'on élimine la menace d'un groupe terroriste? Ben, ça, il n'y a pas de réponse, ils l'ont toujours pas trouvé. Et là-dessus, donc, M. Blair s'est révélé comme étant un des faucons du cabinet là-dessus sur la question du Hamas. Et il reprend aussi les termes utilisés par Bob Rae, qui est l'ambassadeur du Canada à l'ONU, qui lui aussi parlait d'éliminer le Hamas. Et ce sont les termes aussi utilisés il y a longtemps par le premier ministre d'Israël. Donc, le discours du gouvernement, parfois, se tend vers la position d'Israël, mais parfois s'en éloigne. Et ce qui s'y donne à penser, je parlais de zigzag tantôt de la position canadienne, c'est un peu ça qu'on fait. On zigzague en ce moment dans ce dossier. Et ça donne quoi? Ça donne des situations comme celle-ci où des adjoints, des proches collaborateurs du ministre de la Défense appellent les journalistes pour tenter de nuancer ce qu'il a dit en scrum. Donc, c'est du damage control 101, sauf que ça n'aide pas la clarté du message du gouvernement dans ce dossier. Sur la réponse de l'opposition, maintenant, à toute cette affaire, bon, les conservateurs maintiennent qu'Israël a le droit de se défendre, mais tout en respectant le droit international. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de la réponse des conservateurs dans ce dossier-là? Elle est assez tranchée et très favorable à Israël. On ne peut parler, je pense, jusqu'ici, ou très peu, je pense que c'est adéquat de le dire, des dommages causés à Gaza, évidemment, à la population civile. On a beaucoup fait état de la responsabilité d'Israël de se défendre, de protéger son territoire, de protéger les civils, mais on n'a pas beaucoup parlé du couloir humanitaire, comme d'autres partis l'ont parlé. On a parlé le Bloc québécois ou le NPD. Donc, je pense que si on peut parler d'un parti qui est faucon dans ce dossier, c'est le Parti conservateur qui a des positions très, très tranchées. Oui. Il y a aussi la députée conservatrice Melissa Lantsman qui a reproché au premier ministre Trudeau d'avoir trop tardé à clarifier sa position sur le bombardement de l'hôpital dans la bande de Gaza la semaine dernière. Émilie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que M. Trudeau, quand même, attendait d'avoir les faits. Hein. À ce moment-là, il y avait quand même plusieurs informations parcellaires, puis il ne voulait pas se faire prendre. Je pense aussi que dans ce dossier-là, certains lui ont reproché d'accuser Israël d'être à l'origine de cette frappe-là. Alors que, bon, je le souligne quand même, c'est pas ça qu'il a dit, mais certains lui ont reproché ça. Donc, peut-être que M. Trudeau ne voulait pas en rajouter, donner des munitions à certains qui le critiquent. Ouais. Pour ce qui est du Bloc québécois, on sait qu'il n'y a aucun député du Bloc qui a signé cette lettre envoyée à M. Trudeau lui réclamant
de demander un cessez-le-feu. Évidemment, le Bloc a corrigé le tir hier, a clarifié sa position. Christopher, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du Bloc? Ben, je pense que vous l'avez bien dit. Ils ont corrigé le tir. Je pense qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas peut-être dans, je ne veux pas dire l'opinion populaire, mais qu'ils ne se joignaient pas à une cause qui semble bien acceptée et surtout, ils semblaient essayer de vouloir rester neutre dans un combat qui l'est aucunement pour aucun individu. Il y a toujours un parti pris et donc je pense que M. Blanchet là a vu qu'effectivement il fallait appeler pour quelque chose. Encore une fois, on tombe un peu dans le débat. Est-ce que c'est un cessez-le-feu? Est-ce que c'est une trêve? Il a choisi un mot autre et il essaie de se faufiler au milieu, mais essentiellement, il se rallie quand même, on dirait, plus proche de la position actuelle du premier ministre telle qu'on la connaît et ça ne m'étonne pas. Oui, on semble effectivement, on voit que les positions semblent assez collées, Oui. assez semblables. Absolument. Christopher, Joël Denis, Émilie, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Ouais.